Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo et presque nouveau format, j'ai envie de dire. Ouais, Oui, oui. parce qu'habituellement on faisait des critiques de films séparés, et là on s'est dit, mais on a quand même envie de vous dire ce qu'on pense du cinéma en général, des films qu'on va voir au fur et à mesure. Pourquoi ne pas vous dire tout ce qu'on a vu lors du mois précédent, Ouais, c'est ça. hein? Et puis ça fait aussi un petit peu suite à la vidéo qu'on avait faite sur nos... Les attentes? Alors ouais, enfin attentes relatives, mais en tout cas par rapport aux sorties qu'on avait vues et notre positionnement par rapport aux sorties de l'année. Tout à Donc fait. là, on va vous faire un petit topo sur les sorties de janvier-février qui nous ont marqué. Ouais, c'est-à-dire qu'à l'avenir, si on peut s'y tenir, on va essayer. Ouais. Ce serait bien qu'on vous fasse un format régulier, une Une fois, vidéo par mois, voilà, pour faire le bilan pour des films faire qu'on a voilà, vus la rétrospective du mois précédent. ouais, Là, effectivement, on va brasser aussi certains films qui sont sortis en janvier. en janvier. Ouais. On fait comme d'hab, un film chacun, on se Oui, lance, on peut, sachant oui. que je vais peut-être rebondir, il y a peut-être des films qu'on a vus Après, mutuellement. moi, je les ai notés là dans l'ordre de sortie Ah, chronologique. tu as bien bossé, donc. Bah, bon, bref. Tu as bossé. Donc du coup, bah, le Change. premier film, mais bon, Marine, vous en avez déjà parlé, c'est Babylone, évidemment, Oui. qu'on a découvert au début janvier, qui, moi, m'a enthousiasmé, vraiment. Je pense que c'est peut-être mon film préféré de Damien Chazelle. Ah bon? J'ai beaucoup aimé parce que ça parle de l'histoire du cinéma et de cette transition entre le cinéma muet et le cinéma parlant qui a été très difficile pour les acteurs de l'époque et les techniciens de l'époque. Et je trouve ça sympa. Et en plus, ils mettent ça en perspective avec Singing in the Rain, donc Chantons sous la pluie, qui traite du même sujet sur un format un peu plus léger. Mais du coup, le film est plutôt intéressant. Peut-être un poil trop long. C'est-à-dire que dans son dernier quart, il y a un moment donné où moi j'ai regardé ma montre. Bon, je n'ai pas de montre, mais voilà, non, mais j'ai regardé mon téléphone pour voir l'heure. Enfin, j'ai commencé à trouver un petit peu le T'as temps pas de long. téléphone non plus? Si, mais avec le film, il faut tirer la rallonge et c'est pénible. Bref, donc il y a quelques petites longueurs sur la fin, mais ça reste un film brillant. Oui, c'est un grand film, Franchement, il n'y a rien à dire. voilà, c'est un des, Oui. il est dans mon top 3 des films Ah. de ce début d'année. Mais en même temps, j'en ai pas Oui. vu énormément non plus. Donc, Bon, bien sûr, moi j'ai envie de vous renvoyer sur la vidéo de Marine, hein, allez voir la critique qu'a faite Marine au sujet de Babylone. Personnellement, c'est comme toi, j'ai beaucoup aimé, je pense que c'est un grand film. Je me suis parfois un petit peu ennuyé malheureusement, mais en tout cas, la digestion de ce film, c'est-à-dire quand on quitte la salle et les jours qui en suivent, sont très bons. Parce que justement, on réfléchit à ce qu'on a vu, à Puis- pourquoi on l'a apprécié ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a certains passages qu'on n'aime pas trop et on se demande pourquoi aussi. Et c'est en ça que c'est intéressant. Après, c'est un film vraiment à découvrir au cinéma. Si jamais il passe C'est encore, possible. je sais pas s'il est encore à l'affiche, mais si vous ne l'avez pas vu et que vous avez l'occasion de le voir sur grand écran, voyez-le au cinéma, Ouais, franchement. après, écoute, je pense qu'il y a eu suffisamment de publicité Oui, pour ce oui, film oui, Babylone, je pense que notamment sur YouTube. je pense que l'ensemble de nos abonnés, Ouais. en tout cas la majorité l'ont vu. Ouais, ouais. Mais voilà, enfin en tout cas, on a aimé, on s'était pas On a positionné aimé, dessus. effectivement. Et du coup, on a moins aimé le film qui est sorti la semaine ou d'après. Ou Attends, celle d'a- à moi, Ah oui, à à moi. toi. Ah non, Je vais, ah oui, je on vais fait- casser, je vais casser la chronologie. Vas-y, casse la chronologie. Parce que là, les gens étaient lancés sur une dynamique de chronologie en mode « Ah putain, ouais, mais quand est-ce que ça vient au film récent ?» Et là, bam, je vais te parler de Scream 6. Ah oui, bah vas-y, parle de Crime. Je vais te parler de Scream 6, je suis allé le voir hier soir, figure-toi. Et alors? Donc nous enregistrons cette vidéo Alors- le mercredi de sa sortie. Je n'ai pas l'intention d'aller le voir. Ah, et ben Parce- c'est bien dommage. Alors, ben vas-y. Ah, vas-y. tu Non, t'attendais pas à ce que je mais dise non, ça. non, mais vas-y, je t'écoute, je Parce t'écoute. que Scream 6 était très bon, figure-toi. Et D'accord. j'étais agréablement surpris parce que le 5, je l'avais moyennement aimé. Pour être complètement honnête, contrairement à toi, j'ai pas détesté, tu vois. Il y a beaucoup de choses que je n'aimais pas, notamment le traitement des personnages et d'autant plus le traitement des personnages anciens qui faisaient partie de l'origine de la saga. Pour moi, ils étaient là comme des postiches qu'on pose en mode on ne sait pas quoi en faire, donc on les intègre, ça fera ramener un certain public, qui seront contents de les voir, mais on ne sait pas comment traiter le sujet. Les postiches, c'est des perruques. Ouais. D'accord. Et ben on pose des perruques, non? Oui, oui, non, je sais pas si tu faisais de l'amalgame entre potiche et postiche, mais... Bon, bah les deux oui, sont... les deux se valent. Les deux vont bien. Bref. Les deux se valent. Là, écoute, franchement, je vais émettre quelques petites critiques, mais j'ai presque envie de te dire que c'est un coup réussi au point de valoir la première trilogie. C'est vraiment dans le haut du panier de la saga Scream. C'est vraiment quasiment à la hauteur du 1, selon moi, dans le sens où ils ont enfin compris le matériau qu'ils avaient sous la main. Ils ont digéré toutes les références et toutes les... Le niveau méta. le niveau méta, il y est plus tant que ça, justement, le niveau D'accord, méta. parce que c'est l'essence même de Scream, le premier, quoi. Oui, mais alors, presque j'ai envie de t'encourager à le voir véritablement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont traitées dans ce film-là, il y a beaucoup de thématiques et beaucoup de grilles de lecture, pour le coup, et figure-toi que tout ce qui a été fait dans le précédent, dans Scream 5,
et là, poursuivi, mais abouti. Tu sais, tu avais la femme qui avait des visions du premier tueur du premier film. On se disait, mais qu'est-ce que ça fout là, qu'est-ce que ça apporte, etc. Et là, on a véritablement la continuité, l'aboutissement, et on a un final du film qui est complètement réussi. J'essaie de pas spoiler hein, quand j'en parle. En tout cas, voilà, chaque personnage a un vrai... pour le coup, on a de l'empathie pour les personnages. D'accord. On y croit, on a envie de s'attacher à eux, même si évidemment on retrouve tous les travers de Scream, c'est-à-dire que tu as des personnages qui vont se faire... qui vont prendre 10 coups de couteau, mais qui ne vont pas mourir. Hein. Ça fait partie des petites péripéties, des petits rebondissements qui sont inhérentes à la saga. Mais en tout cas, on retrouve au genre, mais particulièrement à Scream, parce qu'il y a quand même un côté comique, presque, qu'on n'a pas dans certains slashers. D'accord. Tu vois, et là, ce qu'on pouvait reprocher au premier Scream, c'est-à-dire que le Ghostface se prenait les pieds dans tout ce qui était autour de lui et que c'était un petit peu ridicule. Ça, on l'a pas, mais on l'a plus du côté des protagonistes, pour le coup. Et je trouve que c'est vraiment bien fait. Il y a des scènes qui sont très bonnes, réussies et poignantes. Il y a pas mal de scènes gore. Il y a vraiment, on est dans la surenchère en fait de massacre. Et je pense à une scène dans le métro qui est particulièrement réussie. D'ailleurs, ils en font la publicité dans la bande-annonce. Ça fait partie des meilleurs moments du film. Mais tout ça pour dire, voilà, au niveau des personnages, des tueurs, de ce qui entoure, de savoir qui est qui peut être potentiellement le tueur, là, on a une vraie... j'étais complètement pris dans le truc. Je voulais à tout prix savoir. Je trouve qu'il y a un indice qui en dévoile un tout petit peu trop et qui m'a mis personnellement sur la voie pour trouver qui était la tueur. Mais voilà, en tout cas, c'était un très bon moment. Et je me suis dit, bah oui, ils ont réussi finalement à comprendre le matériau d'origine, à adapter ancienne génération et nouvelle génération, parce qu'il y a Gail Weathers quand même dans celui-là. Je sais que Sigourney... oh là là. Que Courtney Cox, pardon, elle revient. Oui, ça je sais. Ouais. Et pour le coup, elle a un joli rôle. Enfin, elle a une scène qui est bien pour elle. Il y a un humour qui peut être reproché au film, qui parfois désamorce certaines situations. D'accord. Parce que c'est très gore. Enfin, c'est gore. Et les personnages vont avoir tendance à dédramatiser par certaines phrases qui, je trouve, cassent l'ambiance, mais sont dans l'ADN de Scream. Je trouve qu'on peut pas faire ce reproche-là à ce film parce que justement, ça a toujours été le cas. Et tu vois, dans Scream 2, par exemple, on avait le spécialiste cinéphile qui disait attention, dans les suites, il se passe ci, il se passe ça. Bah, là, on a un peu le même personnage, féminin cette fois, et qui est tout en saveur pour moi, je trouve. Enfin, elle amène beaucoup d'humour dans le long métrage. Bref. Si vous ne l'avez pas encore vu, n'hésitez pas à aller le voir. Je trouve qu'il est largement meilleur que le 5. Et peut-être qu'un jour tu le materas et que tu te diras oui, c'est moyen. Peut-être. Oui, en tout cas, c'est pas. Après, moi, je suis pas un grand fan de la saga Scream. Donc, j'ai aimé le premier quand je l'ai découvert au cinéma à l'époque. Et après, en l'ayant revu, bah, mon avis a été revu un peu à la baisse. Et puis, du coup, les autres, je les ai tous vus. Hein, mais voilà, c'est pas. Non, c'est pas ma... Moi, je trouve cette saga très ludique, cette franchise, pour le coup, très ludique. Parce que quand t'aimes les slashers, bah, tu vois des meurtres. Quand t'aimes la comédie, bah, t'en as aussi dans ces films-là. Quand t'aimes les enquêtes où tu dois chercher qui est le tueur, bah, t'as aussi ça. Enfin, c'est vraiment là. Ce que je trouve le petit plus qu'il y a par rapport à cette saga comparé à une saga comme Vendredi 13, par exemple, ou autre, c'est justement le mélange de genres qui en fait sa richesse, je trouve. Ok, autre film. Alors lequel? On fait tourner la roulette. Autre ambiance. On retombe dans quelle année, en quel mois? Au mois de janvier. Oh, 2023. Mayday. Avec Gérard Butler. Ah, mais oui, on est allés le voir ensemble. Voilà, donc de Jean-François Richer, c'est ça? Oui, ouais. Exactement. Qui avait fait notamment le diptyque Mérine. Voilà, et probablement ce qu'il a fait de mieux à mon goût, en tout cas. Que dire de Mayday? Alors, voilà, comme j'avais dit moi dans la vidéo, quand on parlait des films de l'année, là, moi j'ai un gros capital sympathie pour Gérard Butler, et il ne déroge pas à la règle, le film est pas bon. Enfin, je n'ai pas... La transition était brutale. Hein. Ouais, j'ai un gros capital sympathie et donc c'est de la merde. Non, mais c'est que systématiquement, c'est quasi systématiquement mauvais. Disons que moi je trouve que, quoi qu'on en dise, pour ce film, la scène d'action sur le tarmac de l'aéroport n'est pas bien filmée. C'est-à-dire que tu as vraiment l'impression que l'avion reste immobile alors qu'il est censé bouger et il fait bouger la caméra pour donner le... pour comment dire,
donner l'impression qu'il y a du mouvement. Une très mauvaise gestion de l'espace. Ouais, c'est ça, voilà. On ne sait pas où on est. On ne sait pas où on est, voilà. On ne sait jamais où la caméra se positionne. Les antagonistes, les méchants, sont caricaturaux ça, c'était déjà le cas à l'extrême, ce qui fait que déjà le cas dans Bloodfather. Ils ne représentent pas, enfin, en tout cas, une menace que tu n'arrives pas à palper, à craindre. Et il y a des incohérences scénaristiques, notamment. Donc pour resituer un petit peu le pitch, Gerard Butler est un pilote d'avion et donc il doit aller d'un point A à un point B, je ne sais plus d'où à où. Et ils essuient une énorme tempête et donc l'avion finit par se crasher sur une île où il y a plus vraiment de gouvernement, c'est juste une milice, un cartel. Ouais, c'est ça, qui tient l'île, des espèces de rebelles par rapport au gouvernement des Philippines. Je crois que c'est dans les Philippines. Hein, je sais pas. Et il se trouve que Gerard Butler, en tant que pilote, transportait à bord un prisonnier accusé de meurtre, menotté, joué par l'acteur qui joue dans la série, si vous l'avez peut-être vu, Luke Cage. Voilà, c'est pareil, un niveau casting, cet acteur. Ah oui, non, mais bon. Et voilà, donc, bref, ils décident à un moment donné donc, ils arrivent à atterrir, à sauver les passagers. Les passagers, ils les mettent en sécurité à l'extérieur de l'avion. Et ils décident d'aller chercher de l'aide. Et ils partent tous les deux, quoi, le Butler et le prisonnier. Et à un moment donné, le prisonnier se barre. Et on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas où. Et après, il revient un peu plus tard. Et Butler ne lui demande jamais, mais où t'étais, putain, bordel, tu vois. Enfin, bon, bref, il y a quelques trucs qui ont du mal à passer. Après, c'est pas moi j'ai aimé toute la première partie. Voilà, non mais on s'ennuie pas. Non mais jusqu'à ce qu'ils atterrissent sur l'île, véritablement, j'ai été pris dedans. C'était un bon actionneur, si. Je sais ce qui t'a plu, moi. C'est que l'hôtesse de l'air, c'était la sosie de Marine. Ah non, alors ça c'est toi qui l'as remarqué. Mais tu l'as remarqué aussi du coup. Je t'ai dit oui, effectivement, il y a un petit truc. non, mais véritablement, le côté actionneur de la première partie du long métrage, moi, m'a plu. Pour tout vous dire, on n'a pas envie de faire des honneurs à Tom qui a adoré ce film. Oui, non mais donc, voilà, c'est pas désagréable à regarder, c'est juste que bon, in fine, il en reste pas grand chose. Ouais. Mais on s'ennuie pas. On regarde le truc. Après, on sort de là. Moi, la deuxième partie, je me suis vraiment ennuyé. On sort de là, bon, pas plus enrichi que quand on y rentrait. Donc, voilà. Bon, c'est pas le but du film non plus. Non, mais bon. Mais il y a un nouveau film avec Gérard Butler qui va sortir. Mais le problème, c'est quand il y a cette notion de prise d'otage, de prise de risque sur une île où il y a des résistants qui font leur loi au travers des armes. Le minimum, c'est de ressentir un peu d'angoisse et d'avoir peur pour les personnes. Bah là, à aucun moment, tu vois, en tête, tu n'y crois pas du tout. Ouais, ils sont caricaturaux. Donc non, ça peut pas marcher. Bref, voilà. Donc on a beaucoup parlé pour pas. Donc celui-là, on vous le conseillera pas forcément. Non. Tom vous le conseille oui, peut-être, voilà. Après, faites-vous votre avis. Oui, bien sûr. Si vous aimez, tant mieux pour vous, oui. Sincèrement. Voilà. Oui. Alors toi, de quel film t'as envie de parler? D'un coup, là, maintenant, tout de suite. J'ai envie de parler de Creed 3. Alors, je ne l'ai pas vu, Creed 3. Ah bah voilà, ça te dérange pas si j'en parle? Non, parce que j'ai pas envie de le voir. C'est vrai? Ouais, non, pas plus que ça. Ok. Creed 3, c'est joué et réalisé par Michael B. Jordan. C'est ego trip à fond. C'est pas très bien réalisé. Il y a 2-3 idées de mise en scène, notamment je pense à la scène où ils sont sur le ring et en fait tout autour, au lieu d'avoir les spectateurs, tu as comme des portes de prison. Tu sais. Ils se retrouvent face vraiment à celui qui le combat et voilà, il y a un côté isolation qui fonctionne très bien. C'est un espèce de... Alors oui, ils reprennent, si tu veux, la sève de ce qui a été les grandes années de Rocky, c'est-à-dire une opposition entre deux personnages, des raisons sentimentales à cette opposition, et un entraînement qui va aboutir à un combat final entre ces deux fameux personnages, et la rédemption, etc. Pourtant, Stallone a dit lui-même qu'il n'irait pas le voir. Oui, je comprends Stallone. Ouais. Je comprends Stallone, et je comprends pas... Enfin, moi, personnellement, j'ai vraiment pas aimé ce film, vraiment pas, parce que rien ne fonctionne. Encore une fois, le personnage qui est censé être le plus attachant, un petit peu comme dans Creed 2, on devait s'intéresser au fils de l'homme de Drago, et le personnage était bâclé. Alors là, c'est encore pire. Ah ouais. Mais c'est vraiment pire. Non seulement il a une tête, mais il a une tête un peu d'imbécile. Enfin, disons que tu peux pas t'attacher à lui, c'est sûr, c'est le méchant, il faut qu'il perde, tu vois. Mais en plus, le background qu'il lui donne est ridicule. On veut faire on veut faire du sentimentalisme. C'est le vrai défaut que je trouve à ce film, c'est qu'il fait du sentimentalisme, justement. Il y a des belles musiques au moment où ils essaient de t'arracher des larmes, alors qu'en fait, on te montre pas grand-chose. Et non, vraiment, je trouve que
La présence de Stallone manque cruellement parce qu'il n'y a rien à proposer, quoi. C'est vraiment, on reste sur les grandes largeurs des films rêve américain, enfin, qu'on a vu 10 000 fois, quoi. Ça propose absolument rien. Donc oui, pas très intéressant. oui, on a la structure des Rocky. Oui, on retrouve le côté, bah vas-y, je m'entraîne, je vais devenir plus fort et tout. Mais alors, moi, j'ai pas cru une seule seconde. C'était mal réalisé et pas très bien joué. D'accord. Voilà. Dommage. Je lui ai mis un uppercut dans sa gueule. D'accord. Ben écoute, moi je vais te parler d'un film qui, moi au contraire, m'a touché au cœur. Je crois que c'est mon coup de cœur de ce début d'année. Cool. C'est pour moi le meilleur film que j'ai vu de ce début d'année. C'est L'Astronaute de Nicolas Giraud. C'est son deuxième film. Je n'ai pas vu son film précédent, que je vais voir prochainement. Avec lui dans le rôle titre et Mathieu Kassovitz aussi en second rôle. Alors moi c'est pourquoi je suis allé voir ce film parce que j'aime bien Mathieu Kassovitz. Ouais. J'aime bien humainement parlant, j'aime bien Mathieu Kassovitz. J'aime pas forcément tous ses films ou quoi, mais j'aime ce qu'il est humainement parlant. Alors moi c'est un petit peu l'inverse, hein. Je le préfère en tant qu'acteur que. Ah ouais non, moi j'aime bien la personne qu'il est en tout cas. Bon bref, je suis allé voir ce film par curiosité et puis parce que je trouvais le sujet sympa. C'est l'histoire d'un gars passionné par l'espace qui travaille pour c'est pas pour la NASA mais pour le centre de recherche spatiale en France et qui ambitionne de faire le premier voyage habité spatial amateur. Donc déjà voilà, le pitch m'a intéressé. Ce qui est en train de se faire actuellement, si je dis pas de bêtises. Je ne sais pas. Il y a des voyages dans l'espace. Non, amateur, c'est-à-dire c'est le gars qui construit sa fusée. D'accord, autant pour moi. Et pour partir tout seul. D'accord, ok. Le sujet au départ m'a intéressé, puis il m'a captivé, et dans la dernière demi-heure, j'étais bouleversé. Ouais, mais carrément. Il y avait même le gars qui était en face de moi, je l'ai entendu, des sanglots et tout. Mais non, c'est une ode à la réalisation, à la poursuite et à la réalisation de ses rêves. C'est parfaitement compris sur le plan des émotions, du ressenti. C'est quelque chose un personnage auquel on peut parfaitement s'identifier. C'est très terre à terre. Et c'est à la fin, je suis resté, moi, c'est à la fin du générique, je suis resté assis. Pourtant, j'avais un deuxième film qui m'attendait. Ça a été difficile de me rentrer dans le deuxième film après, mais bon, bref. À la fin, je suis resté, j'étais en apesanteur. Ouais, voilà, c'est ça. Franchement, voilà, c'est un gros coup de cœur. C'est un film français. C'est un film qui mérite d'être vu, qui mérite d'être. Alors malheureusement, il n'est pas resté très longtemps à l'affiche. Il va falloir qu'on en fasse la promotion pour la sortie Blu-ray. Oui, non mais clairement. C'est un très beau film. Il va falloir lui offrir une seconde chance parce que la distribution de ce film est très mauvaise. Oui. Moi j'ai essayé d'aller le voir, c'était pas possible. Il y avait que 2-3 horaires dans la semaine. C'était très compliqué. Donc oui, effectivement, quand il sortira, celui-là, il faudra le mettre en avant. Un très beau film. Alors, j'ai vu passer ici et là sur des chaînes, sur quelques chaînes YouTube, des retours où justement. Alors, c'est mitigé dans le sens où ils trouvent que effectivement les 3/4 du film sont un peu lents, un peu mou machin, et que le dernier quart sublime tellement le truc qui fait qu'on aime le film. Mais moi, je trouve que le rythme, effectivement, c'est lent au départ, mais ton intérêt et tu participes à l'aventure aussi avec ce groupe de personnes-là j'ai beaucoup aimé. Je crois que voilà, j'ai hâte de voir ça. Je pourrais rajouter plein de beaucoup, mais ça c'est vraiment mon gros coup de cœur de cette année. Pour l'instant, il reste en numéro 1, vraiment en numéro 1 de cette année, quoi. Cool. Donc L'Astronaute, si vous l'avez pas vu, je vous avez l'occasion de le voir. Que tu aimes autant un film parce que ça fait pas mal d'années que tu te plains entre guillemets oui. Du fait de ne pas avoir de coup de cœur au cinéma. Et là, j'ai été conquis, mais vraiment conquis, quoi. Et puis boum quoi. C'est vraiment voilà. Si vous avez l'occasion de le voir, voyez-le. Si vous avez l'occasion de le voir au cinéma, c'est encore mieux. Mais bon, ça je pense que c'est difficile maintenant. Peut-être sur Paris encore, il est peut-être encore à l'affiche quelque part, mais après en province, à mon avis, c'est mort. Mais bon, bref, voilà, gros coup de cœur. Bien, hâte de voir ça.
Et si nous parlions d'Astérix et Obélix? Ah, autre non coup de cœur. Alors Astérix et Obélix et l'Empire du Milieu, c'est Et ça? Empire du Milieu. Qu'est-ce qu'on en a pensé? Un peu de suspense. Alors, Est-ce qu'on a aimé ou pas? alors, je suis allé le voir avec ma fille. Toi, tu es allé le voir avec Avec tes mes enfants également. exactement. Ma fille n'a pas ri. Je lui ai demandé. Alors elle aime beaucoup Mission Cléopâtre, Mhm. donc la référence dans les adaptations live d'Astérix. Elle a reconnu le clin d'œil à la musique du bon, de la brute et du Ouais. truand sur la fin. Ouais, ouais. Non, c'est pas drôle, c'est embarrassant pour les acteurs. Il y a juste un truc que je ne savais pas et que j'ai appris après, et donc du coup je suis assez bluffé par contre sur le film. À un moment donné, ils vont dans une taverne, le Petit Lutèce ou un truc comme ça, là où il y a une serveuse là qui est bien portante et tout. Ouais. C'est Marion Cotillard qui joue cette serveuse-là. Elle est maquillée, grimée avec du maquillage prosthétique et tout, et on le voit pas. Enfin, moi je l'ai pas reconnue. Mais donc du coup, Quel parce que tu sais, elle intérêt. chante un peu, à Quel façon intérêt. de Piaf, Quel tu sais, intérêt. le clin d'œil et tout. Non mais au niveau du maquillage, le film est Ah bah en donc tout cas, le budget maquillage est passé là-dedans alors. mais je sais pas, mais en tout cas voilà. Parce Non, que là, alors- non, j'ai été impressionné a posteriori parce que j'ai appris l'info D'accord. après coup. D'accord. Non, après le film, on apprend que l'Afrique du Nord, c'est les bords du lac du Salagou qui est à côté, quoi, tu vois. Non, c'est pas drôle. Non, c'est pas drôle. Effectivement, on a l'impression qu'il y a une réunion de stars entre guillemets qui sont là pour faire leur petit numéro, un petit tour et puis s'en vont. En termes d'enjeux dramatiques, euh, je sais pas, j'ai pas réussi. Ouais, Je c'est le problème. je suis pas rentré C'est pas dedans, l'histoire, quoi. hein. Je suis pas rentré dedans. Pourtant, le film a le mérite. Enfin, le mérite, je sais pas, mais c'est une des rares histoires originales pour le cinéma. La première ayant été Les 12 travaux d'Astérix, qui n'était pas adapté en album, ça a été adapté a posteriori, et pas en album BD, mais en, en roman illustré, entre guillemets. Enfin, c'est comme une BD, mais avec d'un côté le texte, d'un autre côté les images. Il y a eu celui d'Astier, Astérix et le secret de la potion magique, qui était une histoire originale, et celui-ci, donc, qui est aussi une histoire originale. Mais sauf que ça marche pas. Enfin, je veux dire, l'humour propre à Astérix, je sais pas, fonctionne pas, et Guillaume Alors, Canet me fait l'humour penser propre à à... Astérix, ça aurait pu ne pas être l'humour propre à Astérix, ça aurait pas été un problème. Dans le film d'Alain Chabat, c'est pas l'humour propre à Astérix. Là, le problème, c'est que j'ai l'impression de voir un Astérix dépressif pendant tout le film. Enfin, Guillaume Canet, j'ai l'impression de voir un Astérix, ouais, dépressif. Non mais ça aurait pu être drôle que Astérix soit dépressif. Ouais, mais non. Sauf que ça tourne autour de deux caractéristiques, c'est j'arrête de manger de la De la viande, viande, oui, je oui. deviens végétarien, et tout ça pour au final dire waouh, en fait c'est bien mieux de manger de la viande. Et le deuxième truc c'est enfin c'est quoi un complexe parce qu'il n'arrive pas à être amoureux, je sais plus, enfin il a deux traits Oui, de c'est caractère. ça. Et puis, Quoi. enfin, et puis le fait qu'il y a un complexe aussi qui fait qu'il n'arrive pas à être performant sans potion Oui voilà magique. c'est ça. Comme Alors si, que- comme si la potion magique était en réalité de la drogue, un petit Ouais, peu c'est comme ça, ouais. de l'alcool, etc. Et il veut s'en passer, mais sauf que Donc il en se gros, fait- c'est une semi-critique de cette société qui se wokise, je sais pas comment on peut dire ça, Ouais. mais c'est ça, c'est ce qu'il veut faire, hein, véritablement. C'est une critique de la société actuelle, en mode tout part un petit peu, il faut revenir aux vraies valeurs, à la viande, à l'alcool, etc. Mais enfin, il a rien à proposer son personnage. Alors oui, il semble dépressif, mais surtout il est creux. Oui, non, C'est- mais puis c'est- c'est l'histoire le est pas. vrai Et puis Jonathan Cohen, je suis désolé, mais Pourtant, il est très drôle cet acteur. Oui, mais il sait être très drôle. Ah bah là, il a rien à faire. Mais là, Il a moi, rien à jouer. il me tapait sur les nerfs, quoi. Non mais c'est le problème du Et puis film. Ramsey, non, si c'est Oui, Ramsey. Ramsey. Ouais, Ramsey c'est jamais, enfin c'est embarrassant, c'est plus embarrassant qu'autre chose, quoi. C'est Mais en ça. fait, c'est embarrassant de voir qu'ils ont réuni une pléiade d'acteurs pour ramener des gens en salle, mais qui n'en font absolument rien. À la rigueur, le seul qui semble prendre vraiment C'est du Zlatan. plaisir, non, qui semble vraiment prendre du plaisir, c'est Vincent Cassel, dans Alors, le rôle de Jules César. J'allais te dire, parce que j'aimerais te donner aussi mon avis sur le film. Figure-toi que je suis un tout petit peu plus mesuré que toi. J'ai pas aimé le film. Hein. Je trouve pas que ce Ouais. soit un bon film du tout, loin de là. Mais il y a certaines choses que je sauve, dont le personnage de Vincent Cassel. La prestation de La Cassel. prestation de Cassel. Et son personnage, qui est un des plus écrits du film, pour le coup. Et je trouve il s'en tire très bien, qu'il est très crédible dans le rôle. Par contre, Marion Cotillard en Cléopâtre, c'est pas, Bah, c'est embarrassant, quoi. C'est embarrassant, mais elle a rien à jouer. Elle joue deux petites scènes, Ouais, deux petites avec scénettes. son rire. Oui, et tout. mais Enfin, à c'est- la voilà, limite, bon, à la bref. limite, le rire, ça aurait pu être décalé, drôle, tu vois. Enfin, moi, ça Mais ça ça me l'est choque pas. pas. Non, mais ça ne l'est pas, mais parce qu'il n'y a pas de grand chose de drôle au final. Non. En fait, l'humour paraît un petit peu désuet dans ce film-là.
On a l'impression que Guillaume Canet est un petit peu dépassé, véritablement, quand il propose des gags, quand il propose... Et qu'il se rattrape, en fait, en faisant venir tel ou tel youtubeur, parce que ça va ramener sa communauté, et que du coup, il va y avoir du monde en salle. Parce que, véritablement, je trouve que c'est un film qui ne peut pas plaire ni aux enfants, ni aux adultes. Pas aux enfants, parce que c'est trop référencé. En termes de vannes, c'est des trucs où, bah, si t'as pas la référence, tu comprends pas. Et aux adultes non plus, parce que, justement, il n'y a rien qui est... comme tu le disais, il y a pas d'engouement pour l'histoire, il n'y a pas de profondeur de personnage. Donc en fait, on reste complètement spectateur dans se disant qui va apparaître maintenant à l'image. C'est le seul intérêt. Le petit personnage de Zlatan, moi je l'ai beaucoup aimé. Tu vois, Zlatan Ibrahimovic, le footballeur. Pour le coup, il serait crédible, lui, dans un vrai péplum. Je trouve qu'il a une gueule, il a une présence. Il faut pas qu'il s'auto-parodie comme dans ce film-là. Non, complètement. Non, mais une vraie proposition de film lui irait bien, je trouve. Mais bon, bref, il n'y a pas grand-chose à sauver dans Astérix et Obélix. Non. Donc, j'ai pas détesté, mais j'ai pas passé un très bon moment et je le reverrai pas. Par contre, une comédie qui est quand même plus réussie, c'est Alibi.com numéro 2. Ah oui, Parce que là, voilà, on est dans l'univers de Philippe Lachaud. Excuse-moi de te couper, Franck, mais la bande à Fifi qui réaliserait un Astérix et Obélix, excuse-moi, mais je pense que ce serait 10 fois mieux que ce qu'a fait... Peut-être, mais moi, Astérix Obélix, j'arrête, quoi. Enfin, mais non, mais tu peux pas dire ça. Si, c'est chaque réalisateur va proposer son propre univers. Ouais, alors, bon, moi, j'ai pas vu le précédent au service de Sa Majesté. Non, donc, bref, enfin, voilà. Donc, je sais pas s'il réalise ça. Moi, après, Philippe Lachaud, c'est plus de notre génération. Enfin, je veux dire, il a la même culture télévisuelle, cinématographique que nous. Et il a un... Après, c'est pas fin, mais c'est drôle. Enfin, il y a des moments... Il y a du gag toutes les 2 minutes. Oui, c'est ça, voilà. Il y a du gag à foison. Ouais, c'est pas toujours drôle, c'est pas toujours raffiné. Tu peux pas toujours être dans le haut du panier. Et puis surtout, je me demande comment est-ce qu'il arrive à se renouveler autant. Parce qu'il en est quand même à son, je sais pas, 6e long métrage. Ouais, alors... j'ai pas la sensation qu'il se renouvelle. Moi, j'ai un peu l'impression qu'il fait un peu tout le temps la même chose. Ah ouais, mais non, je suis pas d'accord. En termes de gag et de niveau de gag, je suis d'accord, c'est tout le temps la même chose. T'as des mecs qui se prennent des porcs dans la gueule, t'as des mecs qui ont leur cul. Ok. Mais par contre, il se fait chier. Il s'embête véritablement, il passe du temps et il travaille leur scénario au point que chaque personnage soit vraiment développé, qu'il y ait une histoire qui se tienne et qu'il y ait un enjeu et que... Alors moi, j'y vois plus un film de potes, parce que de toute façon, c'est tout le temps les mêmes. Certes, mais c'est pas que ça. Mais après, j'ai l'impression que si t'as aimé Babysitting, t'aimeras celui-là. Oui. Même si c'est pas la même histoire et tout, mais qu'en fait, c'est un Philippe Lachaud. Tu vois, c'est un peu comme enfin, mais c'est à la rigueur, c'est un compliment même, parce que autrefois on disait, on va voir un De Funès, quel que soit le film, tu vas d'abord voir l'acteur. Oui. Et là, si on va voir la bande et puis leur gag improbable est toujours débile, mais bon, si vous aimez les gamins volés, les chiens volés... Mais c'est pas que les gags, moi, je te promets, Franck, c'est pas que les gags, moi, c'est l'imagination dont il fait preuve. Parce que véritablement, je trouve qu'il va chercher loin il y a des situations, je veux dire, quand il se retrouve dans la maison d'à côté avec son bracelet à la jambe et tout, et qu'en fait, il est obligé de tendre la jambe par-dessus la fenêtre et qu'il se passe 10 000 choses, t'as la famille qui arrive, il y a la meuf qui joue un faux personnage. Enfin, quand même, c'est recherché, tu vois ce que je veux dire, c'est pas paresseux, c'est généreux en termes d'écriture. Et oui, les gags volent très bas, mais en termes d'écriture, c'est très très généreux, je trouve. Puis, enfin, en tout cas, c'est bien rythmé, ce qui fait qu'on s'embête pas et qu'effectivement, ça... Et même en termes de réalisation, ils tentent des trucs. Ouais, non mais non mais voilà, enfin... Franchement, à choisir entre Astérix et ça, allez plutôt voir Alibi.com numéro 2. Ouais, non, franchement, c'est un bon divertissement. Pourtant, je suis plutôt assez difficile, moi, en termes de comédie. Et là, j'avoue qu'il y a des moments qui m'ont fait rire. Moi, écoute, j'avais pas aimé Nicky Larson, ni Babysitting 2, d'ailleurs, que je trouvais vraiment caricatural. Enfin, là, ils étaient dans la surenchère. Ouais, je m'en rappelle pas. Mais par contre, je trouve que l'ensemble de la filmographie mérite... Elle est cohérente, en tout cas. Elle est cohérente, et que véritablement, ils sont en train de créer un espèce de... Ce qui va être intéressant, c'est justement de voir l'évolution au fil des ans, parce qu'il va grandir, il va mûrir et tout, comment son humour va évoluer, comment sa cinématographie va évoluer. Donc, non, mais voilà, Alibi.com numéro 2, c'était plutôt pas mal. Moi, je vous le conseille, c'était très bien même. N'ayons pas peur des mots. C'était sympa. non mais faut pas bouder son plaisir, on peut pas dire que c'était sympa. Non, mais t'imagines le boulot qu'il y a derrière, tu peux pas juste dire c'était sympa. Non mais c'était... T'attends quoi de ce genre de comédie quand tu vas aller voir au cinéma? Ça remplit parfaitement le cahier des charges. Donc c'est pas sympa. Tu ressors, tu dis putain, c'était bien quoi, on s'est bien marré. C'était rigolo. Donc c'est ce que t'attends en allant voir ce truc là, faut pas bouder son plaisir non plus. Voilà, ce qu'on n'a pas du tout avec Astérix. Oui. Mais voilà, c'est ça. Déjà...
Et si on cassait un tout petit peu l'ambiance en parlant de la tour Ah ouais, donc de de Guillaume Guillaume Niclou. Niclou, parce que c'est un réalisateur qu'on aime beaucoup, Mhm. notamment avec son film Valley of Love, Valley qui of pour Love, moi ouais. est un quasi chef-d'œuvre. Ah, Vraiment, il est j'ai beau, il est adoré beau, ce ouais. film. Il est beau. On est allé voir la tour en ayant vu pas grand-chose au final. Alors on l'a pas vu En- ensemble, non, puis en n'en sachant pas grand-chose. voilà. Hormis l'idée de départ, qui est, si tu veux bien expliquer l'idée de départ. Bah, où des gens dans une tour ne peuvent plus sortir parce que dehors, il n'y a plus rien. Voilà, le noir total. Voilà. Sachant que quand on y passe la main, bah, on se fait bouffer la main. Enfin, Ouais, enfin, et puis ça coupe net, voilà, machin. c'est Mais encore le ça, néant, on le on néant. l'apprend au début du film. Le tu néant. vois. Et après, c'est grosso modo, c'est une histoire de confinement. C'est-à-dire que comment on arrive à vivre ensemble, confinés, dans un immeuble. Et là, c'est le confinement ultime, puisque personne ne peut sortir. Et alors, comment dire ce film? Déjà, moi, je j'ai pas réussi à m'identifier au personnage parce que c'est vraiment une catégorie bah, très spécifique. Hein. Ce sont des personnes qui vivent dans des grands immeubles, des grandes tours de banlieue. Euh, donc moi, je n'ai pas cette référence culturelle-là. Enfin, on l'a à travers le cinéma, si tu veux, mais et d'animosité entre différents clans, entre guillemets. Il y a bah, le clan des Africains, le clan des Maghrébins, le clan des Caucasiens, on va dire. C'est grosso modo qui va réussir à tirer son épingle du jeu pour produire de la nourriture. C'est Au départ, le pitch est plutôt intéressant. C'est-à-dire que L'idée est géniale. voilà, je trouve. il y a vraiment une bonne idée de départ. Sauf que le film, pourtant il est pas très long, mais il n'en finit pas. Et il ne finit pas. C'est... Nuance, c'est une réelle volonté de la part du réalisateur. Oui, C'est-à-dire qu'il cherche à nous perdre au travers du long métrage. Parce qu'en fait, il y a des coupures temporelles. oui, des ellipses. Ouais. Des ellipses temporelles. À un moment donné, on se retrouve 1 an plus tard, plus 5 ans plus tard, etc. Mm. Et véritablement, il y a une vraie volonté de casser l'espèce de ligne chronologique pour perdre son spectateur. Et te dire, Alors- mais je suis où, je sais même plus, je suis quand, je sais plus. Pour te perdre, en fait. Alors Ah, il si, te si. perd pas vraiment, non. En fait, il fait des bonds dans le temps en avant. Il n'y a jamais de retour en arrière Oui, où oui, mais t'es pas perdu. il te perd parce que notamment, enfin, je sais pas, mais quand il te dit 5 ans plus tard, par exemple, Non mais c'est voilà, moi je dirais que c'est le seul truc qui surprend, c'est que tu vois, 5 ans plus tard et tu te dis mais comment ils ont fait pour survivre 5 ans. oui, Tu vois, mais après moi il y a les personnages, je ne me suis attaché à aucun des personnages, j'étais vraiment en dehors du truc. En fait, j'avais plus l'impression effectivement d'observer des cobayes dans un aquarium. mais c'est le but C'est- du, voilà, là aussi, c'est- c'est le but du long métrage. Il y a- C'est-à-dire que l'intérêt pour Guillaume Niclou de faire ce concept, c'est de dire si on met des humains dans une situation désespérée et qui n'aboutira Ouais, à c'est rien, sur une étude sociologique. comment quelque part. comment est-ce qu'ils réagissent et jusqu'où ils sont prêts à se travestir, j'allais dire, pour survivre. Parce qu'en fait, c'est Se vraiment le corrompre, propos, ouais. voilà, se corrompre, et puis parce que l'idée du film, c'est quand même l'instinct de survie. C'est-à-dire que même la scène finale parle d'instinct de survie. C'est-à-dire que complètement, tout est foutu, mais tu as quand même cet enfant qui représente l'espoir et qui dit est-ce que moi je monterai un jour sur un cheval? Et elle lui dit oui, je pense, tu vois, enfin, et alors que on sait très bien que tout va mal finir, tu vois. Mais désolé, je spoil. Mais Enfin, on ne sait pas. On ne sait pas finalement. si, on le sait. Ça pourrait, le lendemain où le générique est tombé, Oui, du c'est coup, sûr. le machin se lève, Enfin, mais- le but, c'est quand même, voilà, on met les gens dans une situation qui va de pire en pire, puisque le temps passe, il n'y a pas de solution, et le néant gagne du terrain dans la tour. Donc, comment réagissent les humains et plutôt que de... Non, Plutôt il gagne que pas du terrain. Si, il si, bouge bien sûr. pas. Si. Ah si, si, il y a un moment donné où elle dit, ça a investi le 4e étage, c'est en train de monter, Ah le oui. noir, et ouais, donc en fait, il n'y a plus qu'une certaine partie de Ah l'immeuble d'accord, qui... ok, bah, ça je l'avais même pas compris, Ouais. tu vois. Donc, Mais là où je te rejoins, c'est que on ne s'attache pas aux personnages parce qu'en fait, les personnages ne sont pas suffisamment développés, c'est-à-dire qu'ils sont exposés et ils n'ont pas d'évolution. ouais, c'est ça. Et en fait, je pense notamment à des personnages féminins qui, on nous fait comprendre qui vont gagner finalement en autorité. Je pense à la scène de Chips, je sais pas si tu t'en rappelles, où elle mange ses fameux chips. On nous fait comprendre que Manger bah, les chips. finalement, peut-être que les personnages féminins vont prendre un peu le lead de l'immeuble, etc. Et puis au final, Non, il il se ne passe fait, rien. il fait pas grand chose. il y a un personnage dealer, il va mourir du jour au lendemain comme ça, éjecté. Bref, tout ce qui est amorcé en fait dans le film, le fait que par exemple, peut-être qu'il mange des bébés, des choses comme ça, c'est effleuré du doigt et puis hop, ça passe à autre chose. Le fait qu'il soit malade, c'est pareil, on nous le montre un peu, puis hop, on passe à autre chose. Et en fait, comme toi,
moi, la grosse faiblesse du long métrage, c'est que quand j'ai vu un an plus tard, en fait, j'étais vraiment pris dans ce film, que je le trouvais plutôt glauque, et Bah, que au départ, oui. et le pitch de départ est vraiment bon, et les 20 premières minutes, je te jure, j'y étais. Mhm. Et je me disais, c'est intéressant, tu vois. Quand on te met un an plus tard, là, ton imaginaire, ouah, ça va être une boucherie. Mhm. Ils vont s'être tapés tous sur la gueule, il va y avoir des matchs. Et en fait, tu vois quasiment la même situation Ouais, c'est un an ça, plus ouais, tard. c'est- Tu dis, ouais. tiens, Il y a c'est pas eu surprenant. d'évolution. Et là, quand tu vois 5 ans plus tard, et que tu vois que, bah, à nouveau, ils sont tous encore en train de survivre et tout, mais tu te dis, mais c'est Ouais, pas possible. En fait, c'est le spectateur là qui est en train d'imaginer bien pire que ce on nous montre à l'image. Du coup, ça peut pas fonctionner. Mhm. Je trouve que le film manque cruellement de viscéralité, tu vois, de tripes, de sang. À un moment donné, il y a une fusillade de gang. Elle est évincée en 30 Ouais, secondes ouais, et ouais. elle n'aboutit absolument à rien. Quand ça a commencé à tirer, je me suis dit, c'est bon, ça va partir en sucette, ils vont tous se mettre à se tirer les uns sur les autres, ça va devenir une boucherie. Non, pas du tout. Mhm. Bah, tu vois, je trouve que ça effleure à chaque fois en fait les difficultés que peuvent éprouver ces humains dans cette cage-là, justement, mais que ça ne va jamais vraiment au bout des propos. Ouais, on s'ennuie un peu en fait. Ben ouais, on s'ennuie au final, parce On qu'on s'ennuie. on s'imaginait pire, et puis on n'a pas ce que le film Ouais, nous puis on n'est promet. pas. Enfin, voilà, c'est que moi, j'ai pas été pris. Et puis, peut-être que. Alors, moi, après, c'est ma faute aussi, mais peut-être que j'attendais aussi des éléments de réponse, ou en tout cas des tentatives de questionner justement l'origine de ce truc qu'il y a à Ah non, l'extérieur. pas du Tu tout, vois. mais absolument pas. C'est. Ah, jamais. Alors moi j'ai vraiment mais alors à aucun moment je me suis dit qu'on pouvait avoir une quelconque explication. Non, c'est pas une question. Non, c'est pas d'avoir une explication. C'est de voir les gens peut-être parce qu'en fait, effectivement, le moment le plus intéressant, c'est justement où ils sont confrontés Ouais. à ce truc-là. Au début, qu'est-ce leur que c'est attend- ça? Voilà, qu'est-ce que c'est Ah ouais. et de tenter des trucs. Mais effectivement, c'était. Non mais enfin, pour moi à partir du moment où le postulat dans la tête Non, du mais après, ça reste réalisateur le c'est de confinement. dire on met des humains dans une situation comment on dit ah merde j'ai Bah, pas extrême le de mot. toute façon, mais. Dans une situation inéluctable. C'est ça qu'on dit comme ça. Bah, je sais pas ce que tu veux dire. On peut pas résoudre. Oui, oui, oui. Euh, Insoluble. insoluble. Le but, le but de ça, c'est comment vont réagir les humains Oui, oui, non, mais oui, et bien qui sûr. vont faire face à leur humanité, mais également à leur Oui, monstruosité. mais c'est ça, c'est Donc, une étude sociologique. Voilà, c'est une étude sociologique et surtout, tu te dis, ben, on va les pousser jusqu'au pire. On sous-entend qu'il y a des viols, des machins et tout, mais c'est jamais crasseux. Enfin, on nous montre. Enfin, je voulais pas qu'on voit forcément des scènes. Oui, tu c'est pas, vois ce que pas je veux besoin dire? d'être Mais trop on explicite. peut quand même, mais- malgré tout, comprendre, je sais pas, rien qu'avec des sons ou des choses comme ça, qu'il se passe des choses malsaines, mais que ce soit beaucoup plus que ce qu'on voit là réellement dans le long métrage. Là, c'est un personnage qui dit ouais, tu veux pas me sucer comme la dernière fois? Et on sous-entend que oui, ok, il doit y avoir des trucs qui se passent, parce que tu vois, je trouve que ça manque vraiment de monstruosité en fait. Parce que c'était le Ouais, propos à la et base. pourtant, il y avait du potentiel avec justement cette espèce de culte justement des femmes enceintes là. Ah, ça, j'ai Et, beaucoup aimé. voilà, il y avait Mm. Un côté sympa, mais c'est pareil, il en fait pas grand Ouais, il en fait chose. pas grand-chose. Donc c'est un Chaque peu. situation est désamorcée un petit peu 20 dommage, minutes quoi. plus tard. Ouais. Ouais. Bref, moi je trouve que c'est pas à jeter, mais c'est très décevant. Ouais, c'est pas à revoir particulièrement. Dans le même genre, tu vois, par exemple, je te conseillerais plutôt The Divide de Xavier Jean. The Divide, ouais. Divide. The Divide. Divide. Parce Yeah. que voilà, c'est le même concept, ils sont dans une tour, et là Mm. par contre, ça va vraiment au bout du Oui, concept, oui, oui. ça devient très violent à la fin. Oui, oui. C'est parce que je trouve que ça fait vraiment écho à ce film-là. Voilà. Et si nous passions à un autre film? Eh bien, j'ai vu Marlowe avec Liam Neeson. Alors, je l'ai vu juste après l'astronaute, donc j'étais pas redescendu de l'astronaute que j'essayais de rentrer de plein pied dans Marlowe. C'est un film noir, mais un film noir façon film noir hollywoodien classique. Donc, sauf que un film noir qui a conscience de son propre genre. C'est-à-dire qu'il s'autocite, enfin les personnages disent en français dans le film, les mots comme femme fatale, tu vois. C'est une histoire de Philippe Marlowe, donc, qui est le détective créé par... c'est Chandler, son prénom, je sais plus. Dans Friends. Dans la littérature. On a affaire à un film noir, ouais, un vrai film noir, entre guillemets, mais avec des gros défauts de rythme, je trouve.
Film noir qui parle de l'univers du cinéma, et ça, je reviendrai dessus un petit peu peut-être en conclusion de la vidéo, mais on a quand même pas mal de films en ce moment qui, je trouve, s'interrogent sur le médium cinéma. On a eu donc Babylone, on aura d'autres films dont on parlera, Once Upon a Time in Hollywood. Ouais, mais voilà. Enfin bon, bref. Je sais pas tous, Donc Marlowe, alors, la bande-annonce vend mal le film. Quelque part, c'est bien, parce que moi, ça m'a rassuré, parce qu'on le vend comme un Taken bis où Liam Neeson donne des tatanes à tour de bras. C'est pas le cas. Le film est très posé, très verbeux, très calme. De temps en temps, il y a deux, trois coups de poing qui partent et tout. Mais c'est pas du tout le film qu'on essaie de te vendre, sauf qu'ils ont essayé de te le vendre sur une Liamsploitation, je sais pas comment dire la chose. Et donc je pense qu'il y a pas mal de personnes qui pourraient être déçues par le film. Il faut pas aller le voir dans cet esprit-là. Moi, j'y suis allé le voir parce que c'était un succès d'année des films noirs des années 40. Donc un peu long, un peu lent, un peu chiant. Après, il y a toute l'imagerie du film noir qui y est, mais in fine pas très intéressant parce que à reprendre ses maîtres, il n'invente pas grand-chose. C'est Neil Jordan, je crois, qui réalise le film. Euh, c'est pas très intéressant, pourtant l'effort est louable, hein, l'esthétique, la reconstitution historique, ce genre de choses c'est plutôt agréable, mais le film reste un peu chiant. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. Après, peut-être qu'il y a des gens qui ont adoré, qui l'ont trouvé fabuleux. Moi, je bof, quoi. Puis après le tour de force émotionnel duquel je sortais avec l'astronaute, c'était très difficile de passer après ce film-là. Peut-être que je l'aurais vu différemment si je l'avais vu avant. Ou une semaine après, ou voilà. Mais juste après, voilà. Ouais, je comprends. Donc Marlowe, bon, bof, quoi. Ok. Bah, écoute, on va remonter un tout petit peu le ton. Je vais te parler de BDE. Avec et de Michael Youn. D'accord, pas vu, sur Amazon Prime. Sur Amazon Prime, il est sorti sur Amazon Prime ce mois-ci. Je t'encourage à le mater. Je pense que ça va te plaire. C'est une bonne comédie. Alors moi je retiens surtout Michael Youn pour son premier long métrage qui était Fatal, bien évidemment. Il était bien, Fatal. Qui était très bien. J'avais beaucoup aimé aussi Vive la France et moins par contre Divorce Club. Je l'ai pas vu. Voilà, pour moi c'était une grosse déception au Divorce Club parce que il allait vraiment pas au bout de ce qu'il sait faire, c'est-à-dire être dérangeant, tu vois, enfin être c'est irrévérencieux. Voilà, irrévérencieux, enfin voilà. Et donc le pitch de BDE, c'est un quatuor de personnages qui faisaient partie d'une même école, une école de commerce quand ils étaient jeunes, et qui ont conservé, oh là là, le chat fait n'importe quoi, et qui ont conservé, si tu veux, les petites mimiques, genre ils se déguisaient en Power Rangers quand ils étaient jeunes, et du coup, quand ils se revoient, ils ont l'habitude de reprendre ces mêmes gimmicks. Et en fait, ils vont se retrouver dans un chalet qui va être tenu par justement les mêmes jeunes que eux étaient à l'époque, mais aujourd'hui, si tu veux. Ouais, avec l'écart générationnel. Et donc en fait, il y a un affrontement de générations qui va s'opérer. On va retrouver ces quadragénaires qui vont être, si tu veux, embarqués dans la fête et qui vont donc tester des substances, pas bien. Voir la soirée déraper malgré eux. Et c'est un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir parce qu'il y a beaucoup, là aussi, d'imagination et d'envie de faire rire le spectateur. Il y a une petite notion de nostalgie, justement, avec ces quadras qui rajeunissent, en fait, en voyant leur passé et en revivant des choses qu'ils ont vécues et qui les a unis à une certaine époque. Le film est un poil long et un petit peu tiré sur les cheveux à certains moments. Par les cheveux, pardon. Parce qu'il y a certains gags qui sont vraiment poussés au maximum. Je pense notamment au clan de gitans qu'on va retrouver dans le film. Alors, c'est très drôle, mais parfois ça va vraiment très très loin. C'est-à-dire que tu as Michael Youn et ses potes qui, à un moment donné, font un doigt, sauf qu'ils font un doigt à des gitans. Et pendant tout le film, les gitans vont les poursuivre en mode... Jamais tu peux nous faire ça, tu vois, et ils sont prêts à les tuer, tu vois, parce qu'ils sont prêts un doigt à monter dans le film et ça va les poursuivre jusqu'à la fin du long métrage, tu vois. Et donc à chaque fois il va vraiment au bout de son concept. Je trouve qu'on voit un tout petit peu trop l'écriture du film, parce qu'il y a certains éléments où en fait chaque petit élément qu'on donne
va être resservi à un moment donné dans le long métrage en mode ah oui c'est crédible parce que ci et parce que ça. Et c'est un tout a une raison d'être. Voilà, c'est ça. Et c'est un poil problématique parce que à un moment donné, Tu le vois venir, quoi. Ouais, faut arrêter de tout justifier et on voit venir les choses au final. C'est exactement ça. Tu vois, je repense à cette critique qui peuvent être faite à des films en mode ouais, mais pourquoi comment ça se fait, par exemple, à un moment donné, tu as un personnage qui trouve un portable et qui va voir des vidéos qui vont compromettre en fait le personnage de Michael Youn. Et pourquoi est-ce qu'il arrive à voir les vidéos? Normalement, on a tous une protection sur le téléphone, tu vois. Ben, il faut qu'au début du film, tu aies une actrice qui dise ouais, moi j'ai pas de protection sur mon téléphone parce que j'ai ma fille de 6 ans qui doit regarder mon téléphone. Ouais, et du coup, tu le retrouves. Ouais, Alors, ouais. ça justifie. Et du coup, tout est expliqué, Ouais. mais ça laisse le spectateur effectivement se dire tiens, pourquoi elle dit ça à ce moment-là, tu vois, et du coup, ça te. Ouais, mais du coup, ça te prépare à l'exercice que justement tout ce qui est a une raison d'être. Exactement. Donc, du coup, effectivement, c'est au risque de tout voir venir, quoi. Exactement. Exactement. Mais par contre, tu as des choses que tu ne vois vraiment pas venir, parce que tu as des gars qui sont très très bien trouvés, tu as des personnages qui se retrouvent accrochés au plafond avec des sparadraps, on a d'autres qui sont dans la piscine en train de boire des verres sous l'eau. Enfin, il se passe 10 000 choses, et je n'ai pas envie de vous spoiler, juste faites-vous de plaisir. Je pense véritablement parce que le film se fait un peu... Bah ouais, il se fait un petit peu... Ouais. Enfin, la critique est pas forcément ouais, alors bienveillante, je trouve pour le coup que c'est un peu dur, et qu'il y a peut-être un peu de Michael Youn bashing, tu vois. Parce que véritablement, bah écoute, j'ai hâte d'avoir ton avis aussi là-dessus, Ouais, que tu le regardes, et dites-nous dans les commentaires bien sûr ce que vous en avez pensé. Je regarderai ça. Autre film, et puis un grand film qui est sorti au mois de février, The Fabelmans, le dernier Steven Spielberg, œuvre de fiction à caractère très autobiographique. Alors, j'ai beaucoup aimé le film, d'abord parce que ça parle d'un réalisateur qui a forgé ma cinéphilie, avec lequel j'ai grandi. Il m'a moins touché que ce à quoi je me serais attendu, donc peut-être un petit peu en deçà de... Et le plan final m'a illuminé, m'a réjoui, quoi. C'était en fait, c'est une œuvre somme de ce qu'est Spielberg, et où on comprend d'où il vient, et on comprend qu'il est toujours là. Mais je pense que ça, l'émotion est très... fait appel justement au regard du spectateur par rapport à l'œuvre en elle-même de Spielberg. C'est ça. Je pense que quelqu'un qui ne connaît pas les films de Spielberg, il ne faudrait pas qu'il commence par ce film-là. Enfin, nous, c'est parce qu'on a grandi avec. Et moi, je lui trouve une filiation, je sais qu'il y en a qui vont hurler, mais je m'en fous. Je retrouve une filiation avec Ready Player One, dans le sens de patrimoine. C'est-à-dire que Ready Player One, c'est sur ce que Spielberg et tout l'univers de la pop culture générationnelle lié à cette période-là, des années 80, a laissé. Et là, ce film-là, The Fabelmans, c'est ce que Spielberg nous a laissé, d'où il vient, et pourquoi il nous a laissé ce qu'il nous a laissé, et qui nous montre qu'il est toujours là, mais qu'il a évolué, qu'il a grandi. Et c'est surtout... Enfin, je sais pas, moi je les mets dans les deux, je les mets dans le même panier. Il y en a un, c'est sur la matière qu'il nous a apporté, et l'autre, c'est sur ce qu'il est. Et je trouve les deux, je trouve que les deux vont en écho l'un de l'autre. Moi voilà, Ready Player One, j'ai beaucoup aimé, mais pour ce qu'il a, pour la façon dont il a résonné en moi, voilà. Et The Fabelmans, moi je le trouve bon, toujours brillant dans sa mise en scène. C'est toujours le master. Voilà. Et ce petit rappel à la fin d'un simple mouvement de caméra qui est jubilatoire, et puis qui nous montre que c'est bien Spielberg qui nous raconte son histoire, quoi. Et que ça y est, enfin à la fin, ça y est, Spielberg est né quelque part. Il est né, et en même temps il est là, il a toujours été là. Et c'est un film intelligent. C'est un film qui marche pas parce que enfin, c'est difficile de le vendre. Comment attirer une jeune génération à regarder ça, tu vois, notamment, enfin, c'est compliqué, quoi. À l'instar de Babylone, c'est un autre film sur le cinéma, mais là sur l'histoire. C'est pas sur l'histoire du cinéma, mais sur l'histoire d'un cinéaste. Mais l'univers du cinéma est toujours là. Dans Marlowe, il y avait aussi l'univers du cinéma qui était un peu dépeint, avec des histoires de les grands studios, la domination des studios dans les années 30 et 40. Voilà, encore un film qui parle du médium cinéma, et
Et moi, ce que je trouve assez chouette dans The Fabelmans aussi, c'est que on porte bien notre regard sur les réactions à ces films. C'est-à-dire qu'il a une attention de la réaction de ses spectateurs. Et il se construit grâce aux réactions de ses spectateurs aussi, quoi. Ouais. Et non, je l'ai trouvé brillant. Je l'ai trouvé vraiment brillant, ce film. Alors comment est-ce qu'il va se construire au fait que ce soit un échec, celui-là? Il a plus besoin de se construire, tu me diras. Bah, il n'a plus rien à prouver. Mais je pense que ceux qui aimaient le Spielberg de la période années 70, 80, 90, jusqu'à grosso modo la liste de Schindler, et puis après, qui ont un petit peu décroché, peuvent raccrocher là. Parce qu'il y a un côté... c'est un film qui a l'allure d'un film des années 70-80, quoi. 70 plutôt, tu vois. Et c'est un film qui J'ai peur que t'aies fait un AVC là, Franck. qui incite au respect, quoi. Qui invite au respect, je trouve, et qui voilà. C'est un film somme. Après, bon là, on sait que Spielberg il prépare un remake de Bullitt. Ah d'accord, je savais pas. Donc voilà, donc ce sera pas son dernier. Bon après, on sait que personne n'est éternel, tu vois, mais je suis assez curieux de voir ce qu'il va faire par après. Mais là, il y a un côté film, ben voilà, je vous raconte mon enfance. Je vous raconte le trauma que ça a été la séparation de mes parents, même si donc il a été longtemps fâché avec son père. Il s'est réconcilié en 1989 à l'époque de la sortie de Indiana Jones et la dernière croisade, où justement Indiana Jones s'est confronté à son propre père. Donc il y a, enfin, tout fait écho. La famille dysfonctionnelle qu'on voit dans E.T., qu'on voit dans Rencontre du troisième type. Enfin, il y a un petit peu de lui dans tous ces films. Et là, ce film-là nous le rappelle, quoi. Bref, The Fabelmans, c'est un bon film. C'est un bon film. Complètement. Un Évidemment, bon on vous conseille très très largement. Oui, un film dont j'aimerais te parler que je suis allé voir très récemment qui s'appelle Missing. Eh ben, je l'ai vu, figure-toi. C'est vrai? Oui, je suis allé voir. Je suis curieux de savoir ce que tu en as pensé. Eh ben, on est dans la. As-tu vu Searching? Oui, j'ai vu Searching. D'accord. Donc, on est exactement dans la même forme. Oui. Donc voilà. Est-ce qu'on peut pitcher un tout petit peu pour ceux qui. Bah, vas-y, c'est toi qui présente. Alors, J'ai la flemme. C'est un film, un thriller policier, c'est-à-dire qu'il va y avoir une enquête, quelqu'un qui va disparaître et on va se mettre à sa recherche, qui va se passer au travers du regard de caméras. Ouais, et notamment, caméra, essentiellement, d'ordinateurs, d'applications, d'interface, Instagram, de messagerie, Facebook. Voilà, tout va être résolu à travers un écran, en fait. À travers un écran. Et c'est vrai qu'on n'a pas de point de vue face. Alors, moi, il y a un petit... Oui, effectivement, il n'y a pas La caméra, c'est que des vidéos enregistrées, c'est que des éléments qui sont pris effectivement sur un écran. Il n'y a pas de personnage devant une caméra de cinéma. Mais il y a un personnage devant une webcam qui nous permet de voir le personnage et tout. Avais-tu aimé Searching? Oui, mais j'avais trouvé le concept original. Ok. J'avais trouvé ça sympa. Donc forcément, tu es un peu déçu, j'imagine. Non, je suis ni déçu, ni enthousiasmé. Je trouve que effectivement, c'est une forme à part entière. Je trouve que cette forme-là a quand même des limites parce que on passe d'un médium à un autre sans autre forme de transition. C'est-à-dire qu'on va passer de l'ordinateur, de l'héroïne, aux caméras de vidéosurveillance d'une ville, aux journaux télévisés, aux caméras de vidéosurveillance de l'homme de la fin. On va pas spoiler, tu vois. C'est un problème. Non, mais c'est juste qu'il y a on navigue d'un système à un autre, tu vois, et juste pour une concaténation d'images récoltées sur un sujet, ça pourrait faire penser à un résultat de recherche d'enquête. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une enquête et on récupère tout ce qui a été archivé numériquement, quoi, quelque part. Je trouve que ce concept-là a quand même une certaine... Enfin, je trouve a quand même une certaine limite parce que je trouve que le film s'en trouve cloisonné par ce truc-là. Après, l'histoire, quelque part, l'histoire est presque secondaire tant la forme prime sur le fond. Je trouve que, enfin voilà, c'est une histoire là, mais ça aurait pu en être une autre comme il y a eu dans Searching. Mais ce que je veux dire, c'est que techniquement, c'est les mêmes films. Techniquement. Après, tu fais varier l'histoire, mais tu peux décliner ce film-là à l'infini. Après, le truc, c'est... Ça s'essouffle. Ça s'essouffle.
Là, on va dire que l'avantage. Alors, Searching, je sais pas s'il y a beaucoup de monde qui l'a vu. Ah, mais Searching, moi, j'adore ça. Je sais pas si celui-là, il y a beaucoup de monde qui le verra. Hmm. Bon, ça fait quoi? Ça fait 2-3 ans qu'il est sorti, Searching. Oui. Je sais pas. Donc, un film comme ça, tous les 2-3 ans. Sauf que le problème, c'est que s'il y en a un troisième, il faudra qu'il apporte une innovation que le second, je trouve, n'apporte pas par Oui, rapport au premier, puisqu'on a la même forme, une autre Oui. histoire, mais la même Justement, forme. la surenchère qu'il propose, c'est dans la dramaturgie, dans la résolution de l'énigme. Oui. Ils font un peu de surenchère parce que c'est un peu un poil Oui, tiré par les oui, cheveux oui, quand oui, même, hein, oui, oui, le oui, résultat oui, final. oui, oui. Mais c'est vrai que sur la technologie, c'est quasiment le copier-coller Ben, de c'est ce ça, que, c'est ce qui ça. était fait dans le Donc, premier. enfin, Par voilà. contre, malgré tout, ça a le mérite de fonctionner Oui, et mais de créer un réel attrait pour le spectateur. On a véritablement envie de savoir et puis on est perdu dans toutes ces pistes. On est baladé de droite à gauche, on a l'impression que là aussi on peut avoir des potentiels suspects. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne quitte finalement jamais le point de vue de l'héroïne, enfin Oui, de la gamine, l'actrice hein. principale, Ouais. même si les angles de vue, les sources ne viennent pas forcément d'elle, hein, que je parlais des caméras de vidéosurveillance de la ville et tout, mais bon, c'est à son initiative qu'on accède à aux visions. Il y a Joaquim de Almeida qui joue dedans, qui jouait dans Desperado, qui jouait le, le- l'antagoniste de Là, Antonio c'est Banderas. le taxi là. Ouais. Ok. Donc voilà, moi ça m'a fait plaisir de le voir. Mm. Non, après le film, il est plutôt sympa, c'est plutôt un bon divertissement. On est assez pris par le truc, Ah oui, oui, franchement, c'est efficace. même s'il faudrait pas que ça dure plus longtemps. Oui, oui, je suis d'accord. Je pense que voilà, il Mm. faudrait pas que ça dure plus longtemps. Mais ça a le mérite d'être un thriller efficace, Ouais, ouais, ça- original parce que la forme l'est. Alors même si ça va l'être de moins en moins au fur et à mesure Bah, des disons films. que vu que ça a été fait par. Mais alors, c'est les mêmes réalisateurs? Non, Non, c'est les pas. réalisateurs là sont ceux qui s'occupaient des effets spéciaux sur le 1. D'accord. Mais voilà, mais enfin, il y a une réelle filiation quand même. Oui. Ça serait Searching 2, quoi. Oui. C'est voilà. Oui, oui. Il s'appelle Missing. Ok. Tu as autre chose à dire sur ce film-là? Non, non, à part que j'encourage les gens à aller Ouais. le voir parce que véritablement, Ouais, c'est j'ai un passé petit un bon film sympa. moment. Alors, c'est un film à voir en VF. Je dis ça parce que quand on a. Parce que Searching, je l'avais vu au cinéma en VF et donc voilà, rien à dire. Et après, je l'avais vu en VO, mais ça veut dire que toute l'interface numérique Ah oui. était en version originale. Donc, quand ils s'écrivent sur Eh Facebook, oui. bah, faut lire que les Ah sous-titres. oui, oui. Que là, on a l'avantage Oui, de c'est le vrai. voir en C'est vrai, français, c'est vrai. quoi. Donc déjà, il y a du gros boulot Oui. il y a du gros boulot Ouais, ouais. d'interprétation, enfin, de réadaptation à l'international, quoi, C'est je vrai. pense. Donc, mais voilà, c'était plutôt, c'est un bon petit C'est bonne thriller, quoi. facture, oui. Donc, un autre film qui évolue dans un contexte de cinéma, c'est Empire of Light de Sam Mendes. Je l'ai pas vu, moi. Alors, le film est magnifique. Enfin, ce que je veux dire, c'est que Sam Mendes, Visuellement. ah ouais, Mm. il sait tenir une caméra au niveau de l'éclairage, c'est magnifique. Les plans, en fait, j'ai un peu l'impression que à n'importe quel moment dans le film, on met pause, on a un poster, quoi. Mm. C'est vraiment très chouette. Après, l'histoire bah, m'a moins prise et émotionnellement. Donc, l'histoire d'une femme un petit peu instable psychologiquement, alors qui n'est pas directrice du cinéma, mais qui gère un petit peu les entrées et la confiserie. Alors, ça se passe en Angleterre, dans une ville du sud de l'Angleterre, une ville côtière, où il recrute. Ça se passe dans les années 80 d'ailleurs, puisqu'il diffuse le film Elephant Man, donc ça va être 1980, 81, 82, 81, je crois que l'année c'est 81. Il y a les Blues Brothers aussi qui passent à l'affiche. Donc c'est encore un film qui évolue dans l'univers du cinéma. Et donc il y a un jeune employé noir. Enfin, voilà. Et c'est son évolution au sein de ce cinéma-là parce qu'il n'a pas pu accéder à l'université. Émotionnellement, je trouve que le film, pour moi, il n'a pas véritablement fonctionné, même si, encore une fois, je l'ai trouvé visuellement magnifique. Mais le cœur n'a pas été emporté dans le film. Je suis allé le voir parce que Sam Mendes et parce que parce que je voulais voir son film et qu'effectivement sur la forme il est bien, mais voilà, ça ne sera pas mon ça ne fera pas partie de mes coups de cœur de cette année-là. Après, voyez-le après voilà, c'est un réel plaisir visuel. Il y a de belles et bonnes idées de mise en scène sur un aspect voilà purement formel. C'est une véritable réussite. Sur le fond, je suis un peu plus mitigé sur l'histoire
je suis un peu plus mitigé. Il y a des points qu'on aimerait voir un petit peu plus explorés, notamment il y a une relation entre ce jeune et cette femme dépressive et il y a la mère qui est entre les deux, la mère du jeune. On aimerait voir développer un peu plus cette relation-là. On aimerait. Il y a des moments qui mériteraient d'être un poil plus développés et on passe vite fait à autre chose. Je sais pas, quand le film se termine, moi je sais que j'étais content qu'il soit terminé, quoi. C'est. Je suis content de l'avoir vu, je voulais le voir, je suis content de l'avoir vu, je suis pas sûr d'avoir envie de le revoir. Tu m'as pas spécialement donné envie de le voir. Non, mais non, Après, voilà, enfin moi, Jules notamment, il a beaucoup aimé ce film. Donc voilà, je pense que chacun peut y trouver son compte. Moi, j'y ai trouvé mon compte sur un plan purement formel. Mais c'est encore un film qui traite du médium cinéma. Donc j'ai l'impression que ça vient dans l'air du temps. C'est peut-être le reflet des films des années 20, 2020, où on va remettre en question, justement après la crise, de toute façon, après la pandémie. On est clairement dans une période en crise. Alors, il y a la crise de pandémie, c'est certes, post-pandémie, mais c'est-à-dire une vraie crise du cinéma. Mais en fait, c'est que la pandémie a questionné notre rapport à la salle, puisqu'on n'y avait plus accès, notre rapport au film et donc rapport au streaming et ce genre de choses. Et donc le retour en salle. Et là, en fait, ce sont des films qui disent, une ode au cinéma, mais qui vous disent, oui, allez au cinéma, retournez au cinéma, parce que le cinéma, c'est ça. Le cinéma, c'est ce qui se passe dans l'exploitation du cinéma, c'est ce qui se passe dans la production avec Babylone, c'est ce qui se passe dans la réalisation avec Spielberg, The Fabelmans, c'est ce qui se passe dans l'emprise dans l'histoire du cinéma, l'emprise des studios. On l'a dans Babylone, on l'a dans Marlowe aussi. Voilà, il y a tout ce côté métatextuel sur le cinéma qui s'interroge sur ce qui fait de lui ce médium si particulier et qui fait qu'il ne peut pas être suppléé par la télévision ou le home cinéma, c'est-à-dire le cinéma à la maison. Et rien que pour ça, oui, il faut retourner au cinéma, il faut aller... Moi, en ce début d'année-là, je suis plus allé au cinéma, j'ai l'impression, que durant l'année précédente. Proportionnellement au nombre là, en 2 mois, j'ai vu plein de films que je n'ai pas vu autant l'année dernière. C'est intéressant de ce que nous disent les films sur le cinéma d'aujourd'hui, où ils se réinterrogent pour, je pense, et je l'espère, mieux se renouveler. Oui, une remise en question en tout cas. Il y a une réelle remise en question, mais je pense qu'on va vers quelque chose qui est de toute façon, il y a des airs. Plus éclairé. Oui. Mais, enfin, là, c'est la fin d'une ère, le début d'une nouvelle. Après, qui va vraiment révolutionner le cinéma et proposer autre chose, ça, on attend encore de voir. Pour l'instant, il s'interroge sur lui-même, et en tout cas, il vivement que cette phase soit terminée, d'ailleurs. Moi, j'en ai un peu marre du cinéma qui s'interroge sur lui-même. Mais je te le dis franchement. Mais je pense qu'on va en manger un petit peu, là. Oui. On va moins manger de super-héros, ce qui est peut-être pas plus mal. On va peut-être plus manger de films, effectivement, qui s'interrogent sur sa propre... Et alors, en parlant de films qui interrogent sur le pouvoir de l'image et de ce qu'on voit au travers de la télé, des médias, etc., il y a le film Knock at the Cabin de Night Shyamalan qui est sorti, qu'on a vu tous les deux. Non, on l'a pas vu ensemble, mais on l'a vu tous les deux. Oui, on l'a tous les deux vu. On l'a tous les deux vu. On l'a pas vu tous les deux, mais on l'a tous les deux vu, mais pas tous les deux. Un petit sentiment général avant de détailler. Ouais. Pour toi, t'es pas fan de Shyamalan? Non. Après, je l'ai regardé. Alors moi, j'attendais. Je m'attendais à un twist qui finalement, il reprend pas sa recette. Mais non, mais tu peux pas dire ça, putain, ça m'énerve. Non mais il faut arrêter d'aller voir un film de Shyamalan en attendant un twist. Mais sauf qu'il nous l'a vendu dans tous ses films précédents. Mais non, c'est faux. Bah j'ai pas vu. Le seul que j'ai pas vu, c'est Old. Alors dans Old, il y a un twist, mais il est tout pourri, mais c'est pas le plus important dans son film. Mais clairement, enfin, là, ce que propose Shyamalan, c'est un renouveau de son cinéma, justement. Oui, non mais. C'est un truc plus posé, je ne dis pas. C'est fini les twists. En fait, on va pas voir un film de Shyamalan pour voir un twist, tu vois. Au départ, c'était c'était son argument de vente, on va dire. Après, on a vu qu'au fil du temps, ça marchait de moins en moins. Donc, il a outrepassé ça. C'est pas que ça marche moins. Je n'ai pas dit que j'étais déçu parce qu'il n'y avait pas de twist. Oui. J'ai dit que moi, je regardais. Mais non, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que je regardais le film m'attendant à ce qu'il y en ait un. Okay. C'est-à-dire que je m'attendais à ce qu'il y en ait un, il n'y en a pas eu. Mais au final, j'ai trouvé le film assez limpide, mais qui m'a pas... j'ai dit oui, et alors Je suis plus resté sur ce questionnement-là.
Et il ne m'a pas, contrairement à toi, moi, il ne m'a pas interrogé Ouais, personnellement. Il m'a pas, je suis pas ressorti avec plein de questionnements ou plein de, ou de remises en perspective de choses. Il m'a pas, pour moi, le film n'a pas été éclairant, contrairement à visiblement toi, ton ouais, expérience. ouais. Moi, il m'a pas, je l'ai trouvé assez clair, euh, mais bof quoi. Enfin, après, je reconnais la qualité formelle. Je trouve que l'introduction est particulièrement réussie, avec l'introduction des quatre personnages. La partie Home Invasion, En du, gros, on remet un peu le contexte. Un couple homosexuel vit dans une maison en forêt avec leur fille avec leur fille adoptive. adoptive. Euh, un beau jour, un personnage arrive et dit rentre chez toi, on va devoir rentrer dans ta maison, mais ne t'inquiète pas, c'est pour ton bien. Et là, on assiste à une espèce de home invasion où quatre personnages Cherche à rentrer cherchent à dans rentrer à cette tout prix maison, dans cette maison. qui est perdue, isolée au milieu de la forêt. Euh, ils attachent le couple et leur disent à partir de maintenant, il va se passer des choses. J'en dévoile pas plus parce que après là, sinon c'est trop dévoilé Mais l'intrigue. grosso modo, alors, si on va peut-être quand même dévoiler juste le choix qu'il leur propose. Les quatre personnes disent aux trois, il va falloir qu'il y en ait un de vous qui meurt, Sinon, sinon il va se passer ce qui va se passer. Euh, Moi j'y ai pas cru quoi. t'as pas cru que ça veut dire quoi? J'ai pas cru. J'ai pas, j'ai vu très vite ce que représentaient ces quatre Ouais. personnages-là, tant par leur fonction que par leurs vêtements, que Mhm. la couleur de leurs vêtements qui est très... Et puis parce que par ma culture judéo-chrétienne aussi, donc la raison du film me pose question, dans le sens où je la trouve pas... Ah bah voilà, moi c'est tout l'inverse. Je trouve la raison du film suffisamment violente pour qu'il n'y ait pas besoin d'avoir plus d'éléments au sein du long métrage. Non, mais j'ai pas dit que j'avais besoin de plus d'éléments au sein du long métrage, c'est juste que la raison d'être même du film, je n'en vois... Enfin, Alors moi, moi je l'ai vécu comme un film, je me suis assis dans le siège, et je l'ai vécu comme un film qui vient me dire, euh, tu vois pas que tu vas crever là? Oui, mais ça, moi, je le sais déjà. Oui, non mais d'accord, mais sauf que là, le film te le dit de façon bien plus violente, c'est-à-dire que je l'ai vécu comme ce que propose le film, c'est-à-dire un home invasion, quelqu'un qui rentre chez toi dans ton intimité et qui te dit, attends, ouvre les yeux, en fait, il y a des choses en lesquelles tu crois, des choses auxquelles tu crois pas, mais qu'est-ce qu'il te faut pour croire, et surtout, qu'es-tu prêt à sacrifier pour résoudre cette impasse vers laquelle on Pour que va, ça n'arrive pas, c'est-à-dire quoi. la fin du monde, parce que là, on va spoiler, de toute façon, Mmh. le film est sorti depuis un Ouais, bail. ouais. Mais voilà, enfin, c'est tout le propos du film. Et moi, le fait de dévoiler que oui, c'est quatre personnages de l'apocalypse, machin, et qu'au final, enfin, tout ça pour moi, c'est anecdotique. Enfin, Mmh. je trouve que c'est plutôt bien amené d'ailleurs. Je trouve que le film se tient vraiment du début à la fin et il est bien pensé, qu'il est bien écrit, qu'il y a des vrais symboles, qu'on peut se permettre de prendre le temps d'analyser le long métrage et de croire que, bah oui, effectivement, tel personnage représente ça. Pourquoi avoir pris un couple gay? Pourquoi que représente l'enfant? Le côté la nature, enfin, il y a beaucoup de choses qui sont abordées et qui méritent, je trouve, d'y réfléchir et que le réalisateur suscite la réflexion justement au sein de ce truc, mais tout en venant et en te disant, euh, tous les jours, il y a des signes qui te montrent que ton monde est en train de crever, et en fait, tu restes centré sur ton propre personnage sans le Ouais, mais voir, parce que tu décides en fait de faire l'impasse là-dessus, et on y va tout droit, quoi, en ouais, sauf fait. que moi, j'avais pas besoin de Shyamalan pour me le dire, et puis j'étais déjà au courant, si tu veux, Mais quelque part. Mais on est toujours au courant mais un mec qui t'en parle et qui tente d'attiser ton. Enfin, je sais pas, d'éveiller des consciences, je trouve ça bien. Parce que, Ouais, mais sauf que, enfin, alors, moi, du coup, je l'ai pas reçu, puisque moi, j'étais déjà éveillé au truc, tu vois, hmm, j'étais déjà conscient de tout ça. moi, un réalisateur qui mêle le spirituel au réel, je trouve ça très fort. Oui, mais je trouve ça intéressant, mais quand c'est bien amené, là, je trouve que, euh, je sais pas, pourtant, Dave Bautista, il est bon. Ouais, il Enfin, est très bon. Très, très bon. voilà, franchement, il est plutôt Hmm. bien. Les acteurs sont plutôt bien, tendance bien, ouais. Mais si tu veux, tu me disais, je le savais déjà, que le monde court Oui, à oui, sa oui. perte, etc. Oui, mais c'est sauf Sauf que que là, en fait, j'ai trouvé la justification. En fait, c'est ça, c'est que j'ai trouvé la justification du choix cornélien euh,
assez... enfin, j'arrivais pas à y croire, entre guillemets. Et c'est surtout en quoi ça pouvait avoir une incidence sur ce monde-là qui... Alors, j'ai bien compris, au-delà de ce que ça pouvait... du message de faire que, effectivement, ça pourrait être plus ou moins, en tout cas, si ce n'est empêché, au moins ralenti, cette échéance funeste qui nous pend au nez, de par notre attitude, notre rapport aux autres, notre rapport à soi, à nous-mêmes aussi. Bah, surtout le sacrifice de sa propre espèce, en Oui, fait. oui, mais... Renier nos principes, renier notre mode de vie pour sauver l'espèce. Ouais, mais je reste dubitatif sur cette méthode. Mhm. Tu vois, c'est du coup... parce qu'à aucun moment, enfin, dans les deux personnages qui sont attachés, il y en a un qui est en révolte totale, l'autre qui est plus dans qui se dit, bon, d'accord, mais à aucun moment, il ne questionne la raison de ce choix-là. C'est-à-dire qu'ils sont soit en rébellion, soit en accord, mais ils ne questionnent pas. Ils ne pourraient pas dire, bon d'accord, admettons que vous ayez raison, en quoi notre sacrifice va changer quelque chose. Oui, mais ça, c'est la question que pose le réalisateur au spectateur, justement. Ouais, Il mais... te met face à ça pour que toi, tu te poses cette question. Pourquoi est-ce que il faut qu'il y en ait un qui se tue pour que ça résolve l'équation? Ben ouais, mais moi j'ai pas de réponse à ça. Ben, la réponse, on l'a dite juste avant. Oui, mais je trouve ça simpliste. Enfin, je trouve ça. Ah ben ouais, mais c'est pourtant, c'est. Ouais, mais du coup, moi, c'est pas une réponse qui me satisfait, si tu veux. Donc du coup, j'y crois pas. Enfin, je crois pas parce que d'accord, bon bah, enfin, il se passe ce qui se passe et ça se résout comme ça se résout. Mais d'accord, raconte ton truc. Mais moi, j'ai décroché déjà depuis. Ok. Je suis plus dedans parce que j'accroche pas à cette explication-là. Ça me satisfait pas. Je trouve ça trop idéaliste quelque part. Ah bah oui, mais ça l'est complètement, mais c'est. Enfin, Oui, mais en même temps, est-ce que c'est pas. enfin, je trouve que c'est d'une naïveté qui confine à la bêtise presque. Ah non. À un moment donné. Mais Ah mais non. après, c'est enfin, mon après voilà, Moi, je trouve que c'est le retour aux sources, justement. Ça paraît naïf, mais c'est ce qu'il y a de meilleur dans l'être humain, tu vois. À la fin, tu vois tous les personnages qui, notamment, je pense, dans un bar où tu entends une meuf qui rappelle sa meuf, enfin son mec en disant ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé, il faut que je te dise que je t'aime, ou des trucs comme ça. Enfin, tu vois, c'est le retour à l'essentiel, en fait. Le retour à. Et puis Shyamalan, c'est ça, c'est de l'amour, c'est le. Je suis d'accord. C'est juste que ce film-là n'était pas pour moi. C'est-à-dire que j'étais pas. Je ne remets pas en question ses qualités, machin, et qu'il puisse effectivement parler à des personnes et machin. Moi, c'est juste que ce discours-là, je l'ai déjà eu d'une autre façon ailleurs, pas forcément au cinéma, mais dans la vie ou quoi, qui m'a interrogé, moi, sur ma propre. Sur ma propre existence et sur ma propre sur mes propres interrogations existentielles entre guillemets. Là du coup j'ai trouvé que c'était un petit peu de l'existentialisme pour les nuls. Enfin, j'exagère. Alors, c'est pas très subtil, je te rejoins là-dessus, c'est pas très subtil. Mais ce que je trouve rigolo, en tout cas, c'est qu'il ait réussi à appliquer des faits de société à une religion, à un certain christianisme. Quoi, ouais, mais c'est peut-être ça qui peut être aussi un peu, pour certains, j'imagine, peut-être un peu agaçant, justement. Ah, mais moi, c'est ce qui me plaît dans ce Il cinéma. y a le côté, peut-être un côté qui est du coup moins universel. Le fait qu'il raccorde à une mythologie particulière, une religion particulière. Enfin, ouais, ça reste la foi. Oui, mais voilà. Mais moi j'ai une expérience de vie qui fait que j'ai un rapport particulier à la foi, on va dire. Donc, après, j'entends et je reçois complètement la façon dont tu as reçu le film, et puis je suis super content pour toi, que ça en tout cas, qui t'ait marqué. Écoute, moi, la foi, justement, s'il y a bien un niveau où ça m'interpelle, c'est au cinéma. Parce que pour moi, c'est quelque chose de très surnaturel, de très imaginaire, et je suis pas croyant, tu vois. Donc, quand c'est raconté comme ça, au travers de mythes, de légendes, d'imaginaire, ça me plaît, parce que du coup, ça me parle. Je me dis, bah oui,
Dieu pour moi c'est quelque chose d'imaginaire, mais là Dieu, amour, ça se joint, j'y crois dans ces moments-là. Normalement, justement, parce que... c'est la définition même de ce qui doit être. Enfin, c'est ce qu'on t'apprend au catéchisme, mais Voilà. bref, je vous parle d'un temps que. Bref, je trouve que c'est un Shyamalan abouti, mature, et qui peut-être effectivement, Alors, de par sa structure notamment, ne va pas plaire à tout le monde, parce que effectivement, c'est pas hyper immersif, hormis le premier quart d'heure. Après, il y a un côté linéaire qui peut dérouter un petit peu. avant, j'avais dit Shyamalan, j'arrête. Là, je veux bien voir ce qu'il va faire d'autre, mais bon. Bref, voilà. Bon, ça fait déjà quand même un bon petit paquet de films qu'on a vu depuis ce début d'année. Ça fait déjà un petit moment que la vidéo elle tourne en plus, donc. On va s'arrêter là. Ouais, on va peut-être pas. On va dire au mois prochain. Ouais, voilà, au mois prochain, on vous fait une petite. La vidéo sera peut-être un peu plus courte parce que là, là, elle sera du coup beaucoup plus courte. 2 mois. Ouais, on a brassé 2 mois, donc et pas sûr qu'on voit autant de films ce mois de mars. Nous verrons, nous en reparlerons dans une vidéo prochaine. Voilà. À très bientôt. Portez-vous bien. Ciao. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Franck n'est pas prêt, c'est génial. Wouh!